Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Stress, épuisement, burn-out, ces mots reviennent de plus en plus souvent dans nos conversations. Mais comprenons-nous vraiment ce qu'ils signifient ? Comment distinguer une fatigue passagère d'un mal-être plus profond ? Et surtout, comment éviter que le travail ne devienne un facteur de souffrance pour notre santé mentale et physique ? Pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir Marie Peuzet, psychologue et psychanalyste, qui a joué un rôle majeur dans la reconnaissance et la compréhension de la souffrance au travail en France. Tous ceux qui s'intéressent à la santé au travail sont forcément déjà tombés sur ses travaux. En 1997, elle a créé la première consultation Souffrance et Travail, un dispositif pionnier pour accompagner celles et ceux confrontés à la pression, au harcèlement ou à l'épuisement professionnel. Elle est également l'autrice de plusieurs ouvrages essentiels sur le sujet, dont Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés, qui a contribué à mettre en lumière ces problématiques, encore trop souvent passées sous silence. Elle est maintenant à la tête d'un réseau européen de 200 consultations Souffrance et Travail que l'on peut retrouver en ligne depuis le site internet souffranceettravail.com. Avec elle, on va essayer de comprendre comment le travail peut rendre malade, comment repérer les signes avant-coureurs et surtout, comment s'en protéger. Bonjour Mary et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Aurélien et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous avez créé la première consultation Souffrance et Travail en 1997. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager sur ce sujet à une époque où on en parlait encore très peu ? En fait, j'ai commencé à travailler comme psychologue dans un service de chirurgie de la main quand j'avais 25 ans, à la fin de mes études. Et qui dit la main dit accidenté du travail. Et donc toute une équipe de chirurgiens qui essayent de réparer des mains coupées, qui passent des nuits à les replanter. Qui dit chirurgie de la main dit aussi troubles musculo-squelettiques. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, notre consultation à l'hôpital de Nanterre, dans le 92, qui est le département le plus riche de France, a vu arriver non seulement les auxiliaires de vie, non seulement les caissières de supermarché, les ouvrières, mais aussi petit à petit, parce qu'on se penchait sur l'organisation du travail, les cadres de la défense qui arrivaient avec entre les mains des guides de management qui circulaient et qui racontaient des choses assez éprouvantes à lire. Et donc quand le chirurgien est parti à la retraite, avec l'autorisation du directeur de l'hôpital, qui était très positif vis-à-vis de mon travail, j'ai ouvert la première consultation Souffrance et Travail. Puis après, j'ai pas la peine de vous le raconter. Vous savez que Marie-France Irigoyen a publié Le harcèlement moral en 98, la même année Christophe Dejour, Souffrance en France. Et après, ça a été un flot de patients arrivant avec son livre, page 27, c'est mon histoire, je suis harcelée. Tout ceci suivi d'une loi portée bien sûr par le groupe communiste à l'Assemblée nationale. Et en 2002, le harcèlement moral a été reconnu comme un dispositif visant effectivement à maltraiter les salariés, à les pousser vers la sortie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2002, une autre loi est sortie qui est fondamentale et qu'en 2025, on connaît toujours aussi mal, qui est l'obligation qu'a l'employeur de protéger la santé physique et mentale que vous évoquiez tout à l'heure, non plus simplement en termes de moyens, mais en termes de résultats. Il ne doit pas faire qu'essayer, il doit y arriver. Voilà. Et cette loi, au fil du temps, malheureusement, a été, j'ai envie de dire, pasteurisée, euphémisée, avec le papier cadeau de la QVT. Et donc, voilà, c'est le baby-foot dans la salle amiantée qui ne règle en rien la question de la souffrance au travail. Et c'est aussi à cause de ça qu'en 2025, alors que j'espérais avoir ouvert un dispositif un peu baroque et qui ne tiendrait pas, on en est à un réseau de 200 consultations que je considère comme un symptôme et pas comme une réussite. Ça va mal sur le terrain. Et ça va toujours mal et c'est une très bonne transition avec ma question d'après puisque
Depuis vos premiers travaux, est-ce que vous avez constaté une évolution dans la façon dont les entreprises et la société prennent en compte la souffrance au travail? Et en vous entendant, on a l'impression qu'on n'est peut-être pas, on emprunte peut-être, on fait des pas, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, on en parle beaucoup, vous en êtes la preuve, puisque vous en faites un podcast aujourd'hui. On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de livres de témoignages, de plus en plus d'émissions de télévision. Je fais le magazine de la santé la semaine prochaine sur ce sujet-là. On n'en a jamais autant parlé. On n'a jamais eu autant d'acteurs dans l'entreprise et hors de l'entreprise, d'aussi belles lois pour y faire face. Pour autant, en face, on a un rouleau compresseur de modèles organisationnels qui sont de plus en plus pathogènes, c'est-à-dire de plus en plus cause, malheureusement, de pathologies. On ne peut même plus parler de souffrance au travail, parce que la souffrance au travail, on l'éprouve tous. On croit que travailler, c'est réussir. Non, travailler, c'est rater. Vous ratez, vous ratez, vous ratez, et puis vous allez puiser en vous des idées, des solutions, vous en rêvez la nuit, vous en discutez avec les collègues, vous cherchez, par exemple, moi, si j'ai un patient compliqué, vous vous tordez à l'intérieur pour trouver enfin la réponse, et puis un Mm. matin, vous vous réveillez en disant, voilà, je vais faire ça, vous essayez et ça marche. Donc, contrairement au discours ambiant, il faut être les plus forts, il faut réussir à tout prix, il faut être au top de sa forme, travailler, j'ai envie de dire trouvailler, c'est en fait être confronté à l'échec. Mm. Et puis un jour, trouver en soi et dans le collectif les compétences pour exécuter la tâche en question. Et d'ailleurs, je crois que le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est pendant le confinement. Souvenez-vous, on était tous serrés à la maison. Et pendant ce temps-là, vous aviez à l'hôpital des soignants à qui les directions avaient dit on ne sait pas du tout comment faire face à ce qui se passe. Vous avez le champ libre, on laisse flotter les rubans. Et vous avez vu tout un corps de métier extraordinaire, très professionnel, se mobiliser et inventer une manière de travailler pour faire face. Qui est-ce qu'on devrait laisser faire à tous les travailleurs partout? Les chirurgiens ne pouvaient pas opérer, ils ont brancardé. Les infirmières de médecine ont appris à devenir infirmières de réanimation. Tout le monde s'est mobilisé en modifiant sa manière de travailler pour arriver à faire face au flot de patients mourants et à ceux qu'on essayait de Mm. sauver. De la même manière, on a eu dans la rue les éboueurs qui continuaient à ramasser nos poubelles. On a eu les caissières de supermarchés pour nous nourrir, les taxis pour nous transporter. Donc on a vu comment, si on ne dit pas aux travailleurs comment travailler, ils sont Mm. tout à fait capables, parce qu'ils maîtrisent le travail réel par Mm. rapport au travail prescrit, de se mobiliser. Ces invisibles ont montré qu'on n'avait pas besoin des bureaux de méthode, des process, des procédures, des tableaux Excel, du reporting pour faire fonctionner une société en cas de crise. Est-ce que Et puis, c'est l'autonomie qu'on leur a donnée ou est-ce que c'est le sens qu'ils ont essayé de rechercher? on ne leur a pas donné l'autonomie. Dans les bureaux de méthode, on ne savait pas quoi faire. On les a laissés travailler tranquillement tout seuls. Mm. Et en autonomie complète, ils ont su comment travailler parce que les gens connaissent leur métier. Mm. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'au terme du confinement, nous avons dans le groupe de réflexion que j'anime et qui construit les outils qu'on met en ligne, une anesthésiste réanimatrice d'un hôpital que je ne vais pas citer, qui a passé 4 mois à l'hôpital sans rentrer chez elle pour sauver des gens. Au bout des 4 mois, le directeur de l'hôpital où elle travaille a téléphoné à tous les chefs de service en leur disant cette phrase terrible qui résume la souffrance dont nous sommes en train de payer le prix dans ce pays. Vous n'avez rien rapporté depuis 4 mois, puisque vous n'avez pas coté les actes. Mm. Il faut recommencer à coter les actes. Vous n'avez rien rapporté pendant 4 mois. C'est terrible. Comment peut-on dire une phrase pareille? Et en même temps, on peut dire une phrase pareille si on comprend que vous avez des directions qui utilisent les outils financiers, comptables, pour traduire le travail humain, le travail réel en données chiffrées, Mm. qui ne sait pas du tout ce qui se passe sur le terrain. Et puis sur le terrain, nous tous,
qui y allons avec notre corps, notre sensorialité, notre honneur, nos compétences, notre intelligence, nos formations et puis notre inventivité, notre métis, hein, comme on dit, l'intelligence du réel, pour trouver des solutions et que le monde arrive à tourner. Et ce hiatus entre cette gouvernance chiffrée et le travail humain, c'est là que se niche la souffrance au travail. Hmm. Il y en a beaucoup qui pensent que la souffrance au travail, c'est un problème individuel, que c'est forcément de la faute des personnes qui ne savent pas gérer leur stress, etc. Comment est-ce qu'on peut changer ce regard pour amener à mieux comprendre le rôle joué par l'organisation du travail? Et vous avez commencé un Alors, peu à l'expliquer d'ailleurs. oui, alors, je vais d'abord vous donner les chiffres, puisqu'on dit beaucoup qu'il n'y a pas de chiffres sur la souffrance au travail. Hmm. Alors qu'on a à la DARES, c'est-à-dire à la Direction des statistiques, au ministère du Travail, des équipes d'épidémiologistes qui font des enquêtes sommaires tous les 6 ans et donc des chiffres, on en a pléthore. Je vous en citerai un. En 2019, 47% des salariés souffrent de mal faire leur travail. La moitié des salariés français sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas le temps de bien travailler, ils n'ont pas les effectifs pour bien travailler et ils n'ont pas non plus les explications et les outils pour bien travailler. Hmm. 47%. Vous voulez des chiffres? On en a. Hmm. Quand vous faites travailler une équipe à faire plusieurs choses en même temps, l'enquête sommaire, elle vous dit que cela augmente de 66% le risque de comportement agressif dans l'équipe. C'est-à-dire que les chiffres qu'on a, ils sont extrêmement précis. Mais ce n'est pas les chiffres qui font plaisir aux chefs d'entreprise. Et donc, ils préfèrent faire des audits avec des grands cabinets qui vont leur donner des réponses qui sont davantage dans le sens de ce qu'ils attendaient. Hmm. On devrait cesser d'investir des millions d'euros dans ces audits réguliers, puisqu'on a les chiffres du ministère du Travail. Ça, c'est ma première réponse. La seconde, c'est que les stéréotypes en vigueur dans ce pays ne bougent pas. Le salarié français n'a rien à dire sur son travail, alors que c'est grâce à son intelligence personnelle que ça tourne. Le salarié français s'arrête en arrêt maladie tout le temps, alors que les arrêts maladie prolongés, qui malheureusement prolifèrent, sont dus aux pathologies spécifiques du travail, l'épuisement professionnel ou bien le stress post-traumatique des situations de harcèlement. Il n'y a pas de chiffres sur le travail. Ben si, justement, il y en a, ils sont même au ministère du Travail. Le salarié qui s'arrête est le faible? Non! Celui qui s'arrête, c'est le plus consciencieux, Hmm. celui qui ne veut pas lâcher sur la qualité du Celui qui travail. Et s'investit. donc, voilà. Et donc, tant que les stéréotypes seront à l'œuvre dans le discours public, tant qu'on continuera à dire que les femmes n'arrivent pas à atteindre les hauts niveaux parce qu'elles n'ont pas les compétences des hommes, alors qu'on a dans ce pays, contrairement aux autres pays européens, un présentéisme viril qui demeure, on n'y arrivera pas. Vous savez que dans tous les autres pays, notamment anglo-saxons, on s'arrête à 17 heures, Hmm. ce qui laisse une fin de journée possible. Or, en France, le présentéisme est une vertu. La femme qui part à 18 heures, on va lui dire: tu prends ton après-midi aujourd'hui? Et dans certains pays, c'est même mal vu de partir trop tard du travail. Ah ben si vous êtes encore au travail très tard, c'est que vous êtes mauvais. Oui, ou mal organisé, effectivement, dans certains pays, c'est Voilà. ça l'image qu'ils ont. Alors qu'en France, il faut prouver Hmm. son engagement vis-à-vis de l'entreprise en restant très tard. Hmm. Dans tous les autres pays, les réunions ont lieu le matin. En France, elles ont lieu en fin de journée, ce qui pénalise bien sûr les femmes qui veulent fonder une famille. Donc le réarmement dont on nous parle en très haut lieu sur le plan de la natalité, il n'aura lieu que si on adapte le travail au corps des femmes, au lieu de l'adapter au corps des hommes qui seraient encore avec des femmes à la maison, débarrassées de la prise en charge de la famille et du travail domestique. Vous commencez à aborder l'équilibre vie pro, vie perso, avec la montée du télétravail. Il peut y avoir peut-être une plus grande impression de pression ou d'isolement accru. Que peuvent faire les entreprises pour prévenir ces risques et accompagner leurs salariés qui sont isolés, et même parfois en 100% full télétravail? Alors la pandémie a généré le confinement
Et le confinement s'est installé comme une solution pour beaucoup de salariés de mise à distance de certains managements pathogènes, un peu harcelogènes. C'était un moyen de souffler un peu chez soi. Pas tout à fait vrai pour les femmes parce que pendant les 4 mois de la pandémie, les infarctus ont augmenté de 45% chez les femmes, diminué de 35% chez les hommes, augmenté de 45% chez les femmes. On sait C'est un l'expliquer. chiffre, c'est un chiffre qui a vite disparu des écrans, hein. Vous savez que pour le retrouver, il faut vraiment faire une recherche Google assez fouillée. Ben oui, les femmes à la maison, elles avaient le travail domestique, l'école à la maison, Les enfants. protéger le mari qui travaillait, Hmm. connecté, et se connecter quand tout le monde était couché. Hmm. Donc c'était une pression colossale, hein, sur les femmes, hein. Ouais. Nous avons été tout à fait désolés du télétravail qui s'est mis en place parce que ça a cassé, ça n'a pas rachevé la destruction et l'explosion des collectifs de travail soudés. Hmm. Les entreprises cherchent à faire revenir les salariés sur les sites. Je ne sais pas pour quelles raisons ils le font. Probablement parce qu'ils aiment bien surveiller le travail et qu'à distance, à part les logiciels de contrôle du temps de travail sur Hmm. les ordinateurs, les cadres ont été très déstabilisés de ne plus pouvoir avoir la main sur je regarde mon salarié travailler. Mais nous, ce qui nous paraît indispensable, c'est que les gens puissent se retrouver sur les lieux de travail et recréer une solidarité collective qui est détruite Hmm. et qui génère davantage de pathologies de la solitude. En psychopathologie du travail, on a 2 familles de maladies. Les maladies, bien évidemment, de la surcharge, ça vous paraîtra évident. Et puis la maladie des gens isolés, c'est-à-dire essentiellement du harcèlement moral, des gens qui sont mis à l'écart des équipes, avec toutes les formes de harcèlement qui peuvent exister, soit quelqu'un qu'on placardise et personne ne va aller lui parler parce qu'ils ne veulent pas être mouillés, soit quelqu'un qui tient bien le travail, qui ne veut pas lâcher sur la qualité, va être mis au banc de son équipe par un harcèlement transversal, parce que c'est le seul qui dit: «Mais non, on ne peut pas mal travailler comme ça», alors que les autres ont décidé de s'en foutre. Hmm. C'est important de comprendre qu'il y a des tableaux spécifiques liés au travail et que donc, oui, bien sûr, la part personnelle, les fragilités personnelles existent. Mais j'ai envie de vous dire que ce sont nos failles qu'on investit dans le travail justement pour les cicatriser et les dépasser. C'est une très belle Je phrase. suis je suis pas devenue soignante parce que j'ai eu une belle enfance, hein. Hmm. Je suis devenue soignante parce que je veux pas que ce que j'ai traversé arrive aux autres. Et je pense que chacun de nous, dans le métier qu'il a choisi, peut trouver des racines infantiles. Que ce soit faire le même métier que ses parents ou au contraire faire un métier qui vous fait sortir de votre classe sociale ou faire un métier qui vous permet d'effectivement de cicatriser la blessure infantile. Souvent la blessure narcissique, hein, de ne pas avoir été regardé par ses parents ou bien des histoires plus singulières comme la mienne. Et donc le travail est central dans la protection de l'identité. On ne peut pas faire sans le jugement d'utilité, c'est-à-dire que moi, c'est le soin, mais pour d'autres, c'est fabriquer un boulon qui sera à 6 microns et qui sera bien ajusté et qui fera que l'automobile n'aura pas de soucis, ce qui n'est pas tout à fait le cas, vu ce qu'on voit dans la quantité de rappels, n'est-ce pas, de choses fabriquées qui doivent retourner en usine parce qu'il y a des risques. Chacun va mettre, que ce soit dans le boulon à fraiser ou dans le soin à un patient, le meilleur de soi-même pour se sentir utile. Moi, quand un patient repart et qu'il me dit: «Ah, le poids que j'avais sur la poitrine est levé, je peux respirer», ouf, j'ai une belle journée. On n'a pas Quand un Je vous écoute, excuse-moi. quand j'ai ouvert ma consultation, mes pairs, les autres psychanalystes m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu trafiques avec cette question du travail?» En psychanalyse, ce qui compte, c'est la réalité psychique. C'est pas les heures non payées, c'est pas les modèles managériaux, bah oui, sauf que
Les mains écrasées, elles ne s'écrasent pas toutes seules. Et encore, vous savez que pendant des années, pour les chirurgiens, celui qui mettait sa main dans la machine et qui avait un accident du travail, bah, on n'était pas loin de dire que c'était un acte manqué. Mmh. Donc on était dans ce que vous êtes en train de dire, on cherchait la cause individuelle, personnelle de la névrose Mmh. ou des bénéfices secondaires. Devant la masse de gens actuellement atteints par ce qui se passe au travail, on ne peut pas dire à l'ouvrière qui visse 27 bouchons à la minute que son EDI pillé pour quelque chose. Mmh. On ne peut pas dire à la personne qui est épuisée et qui s'effondre qu'elle avait qu'à s'arrêter avant, alors que si vous démissionnez, vous perdez vos droits sociaux. Mmh. Il y a vraiment un moment où, quand on veut parler du travail, il faut convoquer le droit, l'économie, la sociologie, la médecine, la psychologie du travail, tellement de disciplines qu'aucun d'entre nous n'a toutes ces connaissances. Oui. Et parfois, on ne trouve pas forcément les mots, on n'a peut-être pas forcément conscience des difficultés auxquelles on peut faire face. Quels sont les premiers signes à surveiller d'un mal-être au travail et qui devraient nous interpeller pour soi ou même Alors, pour aider les autres aussi? Qu'on est manager, les alors, signaux faibles à essayer de repérer, d'identifier. oui, bien sûr. Alors pour soi déjà, le mécanisme, du burn-out est terrifiant parce que c'est une glissade vers la partie étroite de l'entonnoir où là, on voit plus rien. C'est la partie où on travaille de manière compulsive et s'il y a pas quelqu'un à côté de nous, et souvent c'est dans la sphère familiale, hein, pour nous attraper par les cheveux, nous dire: «Maintenant ça suffit, je te traîne chez le médecin», où généralement vous vous effondrez en sanglots et qui va vous arrêter parce que lui, il vous suit depuis longtemps et il voit bien dans quel état vous êtes. Il n'y a pas ça, c'est catastrophique. Parce qu'au travail, la personne d'à côté est dans le même état que vous. Quand vous travaillez dans l'hyperactivité qui est demandée, dans l'accélération de soi qui est demandée, vous n'avez plus le temps de vous interroger sur votre état ni de voir que votre collègue assise à côté de vous est livide depuis 3 semaines, qu'elle va pas bien. D'abord parce que vous vous en foutez de ce qui se passe, vous vous en foutez de tout. Vous êtes comme dans Thelma et Louise, dans une voiture qui fonce vers le précipice et les gens qui viennent nous voir, ils nous disent: «Moi, je veux juste que ça s'arrête et je ne Mmh. sais pas comment faire». Et donc vous avez celui qui est au bord, du quai de métro qui, non pas parce qu'il est dépressif, va se dire: «Moi, comme je veux que ça s'arrête, eh beh, je vais me jeter sous le métro et après je dormirai». On entend ces phrases-là, hein. Mmh. Ou bien un matin, vous allez pas pouvoir vous lever comme dans les grippes sévères. Ou bien comme dans le film Police, la dernière scène, on vient de vous nommer on vient de vous donner une promotion, la fenêtre est ouverte derrière le N+1 et vous vous précipitez, vous sautez Mmh. par la fenêtre parce qu'en fait cette promotion, ça veut dire plus de travail et vous n'en voulez pas. Et donc les premiers signes qu'il faut repérer sur soi et sur les autres et quand on est manager, c'est dans les discours du lundi matin: «Oh là là, j'ai dormi tout le week-end et je suis crevée. Mmh. J'ai fait la sieste, je suis dans le même état, c'est le repos qui ne repose plus». Mmh. Et donc dans les discours qui circulent à la machine à café ou dans les réunions, sur les bordures, hein, de la réunion, il faut être capable d'entendre ça. «J'ai dormi tout le week-end, je suis toujours aussi crevée». Parce que là, cette fatigue-là, c'est pas la fatigue habituelle que quelques nuits de sommeil vont réparer. Mmh. Là, vous êtes en train d'abîmer les briques de la maison de votre organisme. Le deuxième signal, c'est ce métier que vous adoriez, quel qu'il soit, vous y allez parce qu'il faut gagner de l'argent. Vous y allez pas la peur au ventre, hein. Quand vous y allez la peur au ventre, c'est que vous êtes harcelé, hein. Vous y allez parce qu'il faut, bosser, il y a pas le choix. Et le troisième signal, c'est ce que vous prenez depuis des mois pour tenir. Et là, l'éventail est vaste, hein. Ça va des capsules de ginseng, sur le comptoir de la pharmacie, aux vitamines, et ça va aller progressivement aux antidépresseurs, aux anxiolytiques que votre médecin va vous prescrire pour tenir parce que vous ne voulez pas vous arrêter. Et puis suivant les tribus professionnelles, ça va être le petit verre de vin blanc en rentrant pendant qu'on surveille les devoirs des enfants. Puis de petits verres de vin blanc, on va passer à la demi-bouteille. Mmh.
Et puis comme on n'arrive pas à redescendre pour s'endormir tellement on est dans l'accélération de soi, ça va être les somnifères ou le pétard pour redescendre. Et puis le lendemain matin, parce qu'on a avalé trop de trucs pour éteindre son cerveau, ça va être les amphétamines. Chez les traders, la cocaïne. Dans les abattoirs de Normandie, où se trouve le plus gros abattoir d'Europe, ça va être l'ecstasy, le crack. Parce que quand vous devez couper une carcasse de bœuf en 34 secondes avec une scie électrique sur une nacelle, et qu'on vous a supprimé les 3 secondes qui vous permettaient de nettoyer le sang sur la nacelle, vous trempez toute la journée dans cette odeur et vous avez les chaussures qui collent. Imaginez ce que vous devez supporter. Pour supporter ça, il faut avaler des trucs qui excitent le cerveau mais qui l'éteignent. Une forme d'échappatoire, une forme de fuite. De ne pas penser. Je veux juste pas penser à ce que je suis en train de faire. Et tout est fait pour que celui qui travaille ne pense pas. Parce que quand vous vous mettez à penser, ça vous fait terriblement souffrir de regarder ce qu'on vous fait faire, d'être obligé de mouiller les cheveux de la vieille dame parce que vous n'êtes pas arrivé à doucher tout l'étage dans l'EHPAD pour que la surveillante vous engueule pas. Et c'est pour ça que 47% des salariés en souffrance éthique, ça a un sens. Vous êtes obligé de travailler en mode dégradé, de ne pas faire tout ce que vous voudriez faire. Et donc, vous rentrez à la maison, vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir et vous dire « Oh, la journée a été terrible ». Mais à la fin de la journée, le chef de service ou le patron nous a réunis, nous a dit « Écoutez, sans vous, on n'y serait pas arrivé, vous êtes des gens formidables ». Là, votre fatigue, elle a du sens. Mais si vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites « J'ai triché toute la journée, j'ai fait semblant de faire du bon travail, j'ai été maltraitant, j'ai fraisé à 8 microns au lieu de 6, j'ai pas donné la douche aux personnes âgées, j'ai bradé mon travail ». Ben là, vous portez atteinte à l'estime de vous-même, hein, à ce que nous attendons tous, qui est la reconnaissance que nous sommes de bons professionnels. Et puis, les Français, ils ont cette particularité d'investir dans leur travail, leur identité. Dans les pays anglo-saxons, comme vous avez du temps après le travail, c'est souvent dans des activités associatives ou sportives que vous mettez, j'ai envie de dire, le meilleur de vous-même. Le travail, c'est un truc qu'on fait parce qu'il faut gagner sa vie. Mais c'est pas là que vous mettez votre étincelle. Or, en France, c'est au travail qu'on met son identité. Au travail, il y a quand même beaucoup de paraître parfois, et quelqu'un qui peut être en difficulté peut être dans le déni, ou en tout cas prétendre dire non, non, ça va, tout va bien, t'inquiète pas, pour montrer aux autres, ou pour pas reconnaître, pas paraître personne qui pourrait paraître comme faible ou pas forcément professionnelle, etc. Comment on peut dépasser ça? Alors, dans Prévenir et soigner le burn-out, que j'ai sorti, je donne quelques clés qui sont celles que j'utilise. Parce que je reçois beaucoup de cadres, par exemple, qui sont rincés et même cognitivement atteints, et donc ils font des bêtises. Ils prennent de mauvaises décisions. Je vois bien qu'ils ne veulent pas déroger, lâcher leur équipe, lâcher la direction, ils sont très corporate. Et moi, je leur dis, vous savez, j'ai fait comme vous, dans des situations très difficiles, puisque je m'occupais aussi des soignants de l'hôpital où je travaillais, j'ai rencontré des situations qui m'ont dépassée, qui ont dépassé la DRH de l'époque, qui ont dépassé la psychologue du travail qui travaillait en équipe et la médecin du travail. On est toutes les 4 tombées malades. Moi, une paralysie du bras, les autres, je n'ai pas à dire. Ça m'est arrivé, je n'ai pas envie que ça vous arrive, parce que tel que vous partez là, ça va vous arriver. Et surtout les femmes cadres seules, hein, parce qu'elles ont tellement investi le travail que généralement le couple a sauté, qui gagnent plus que le mari, qui lui doivent une pension alimentaire et qui sont seules pour élever leurs enfants. Je leur dis, mais quand vous allez faire un AVC et que vous serez hémiplégique, l'entreprise, elle va vous oublier. Hein. Et vous, comment vous allez faire? On peut encore éviter ça. Arrêtez-vous. Ou bien déclarer un accident du travail. Vous savez qu'on peut déclarer un accident du travail sans arrêt maladie à la clé. La plupart des gens ne le savent pas.
On va au moins déclarer le malaise que vous avez fait au travail aujourd'hui devant des témoins, et puis on se revoit la semaine prochaine et on en reparle. Et petit à petit, on arrive à convaincre les gens. On peut aussi tout d'un coup faire un pas de côté et dire à la collègue à côté qui a l'air si mal, écoute, tu n'es pas bien. Euh, alors généralement, elle va hurler en disant, tu t'occupes de tes affaires, parce qu'elle en est là. Écoute, si tu veux en parler, je peux t'envoyer sur le site Souffrance et Travail, sur la première page, il y a le test de propagation du burn-out. On le remplit ensemble, comme ça tu vois où tu en es. Et puis si tu vas pas bien, je peux t'accompagner à la médecine du travail. Tous les mots qu'on prononce font le chemin dans la tête des gens. Un mot qu'on prononce peut sauver quelqu'un comme il peut tuer quelqu'un. Et il vaut mieux prononcer un mot que ne pas en prononcer du tout. Et On est il vaut mieux responsable. parler. Ouais, Voilà. absolument. Ouais. Et il faut surtout donner les solutions parce que les gens ont peur. Ce qu'il faut soigner, c'est la peur. Peur de s'arrêter, peur de reprendre et de retrouver la masse de dossiers à traiter, peur d'avoir des représailles de la part de leurs collègues ou de leur hiérarchie. Et chaque fois, je passe un temps fou à leur dire les médecins conseils de la sécurité sociale ont inventé des outils extraordinaires. Pendant l'arrêt maladie, vous pourrez faire un bilan de compétences. Pendant l'arrêt maladie, vous pourrez faire une formation. Pendant l'arrêt maladie, vous pourrez faire un essai encadré, c'est-à-dire retourner dans l'entreprise, dans le même service ou dans un autre, ou dans une autre entreprise. Et si tout se passe bien, là, on vous sortira du contrat de travail et vous rebondirez sur un autre poste ailleurs. C'est-à-dire que les médecins conseils ont inventé des outils qui sont rapatriés dans l'arrêt maladie, justement parce qu'ils savent que les gens ont peur d'y retourner. Je suis ravi que Mais, vous abordez le laisser encadrer parce que c'est quelque chose de très important, encore trop méconnu, et nous, on en fait beaucoup la mais promotion aussi. oui, bien sûr, c'est formidable cette possibilité. Nous, les patients qui ont des burn-out sévères avec des pertes cognitives, au bout de plusieurs mois, quand ils vont mieux, et si on faisait un essai encadré sur le même poste, si vous vous sentez d'y retourner, s'il n'y a pas eu de maltraitance, ou bien ailleurs dans l'entreprise, ou bien si l'entreprise n'a pas changé de fonctionnement, dans une autre entreprise qui vous acceptera. C'est juste une question d'organisation administrative. Mais les gens sont ravis de découvrir qu'ils sont capables de retravailler progressivement. Mm. Après, il faut être honnête, 80% des patients que nous suivons quittent leur métier et leur entreprise pour en construire un autre pendant l'arrêt maladie et rebondir sur un autre travail. Les 20% restants, ils sont protégés s'ils ont une prévoyance, s'ils sont en invalidité de type 2 et ils touchent l'intégralité de leur salaire. Malheureusement, ils ne peuvent plus avoir un emploi, mais ils ont des activités. Par contre, c'est vrai qu'ils sont malheureusement souvent très abîmés sur le plan cognitif. Pour conclure ce podcast, Marie, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui souffre aujourd'hui au travail et qui a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir? Celui qui actuellement souffre au travail et doit se dire je ne sais pas à qui m'adresser, je voudrais juste que ça s'arrête. Allez, prenez le temps d'aller regarder sur notre Google Maps s'il n'y a pas dans votre rue, pas loin de chez vous, un clinicien spécialisé de notre réseau qui est formé à ces pathologies, qui est formé sur le droit, qui est formé sur les stratégies médico-administratives et qui va vous dire ce que vous pouvez faire, sans forcément vous demander de vous arrêter tout de suite. Parce que l'essentiel est que vous ne soyez pas tout seul. Et si vous pouvez repartir au travail avec dans la tête votre psychiatre spécialisé, votre psychologue spécialisé, et l'avocat spécialisé en droit de la Sécu que vous aurez vu, vous avez un petit commando qui vous permet de tenir la maltraitance dont vous êtes l'objet au travail. L'essentiel étant de ne pas être seul. On est là pour vous. C'est des mots parfaits pour conclure. Merci énormément, Marie. Merci, c'était un vrai plaisir. J'étais très content de vous accueillir. Merci à vous d'en parler parce que les gens ont besoin, malgré la quantité de messages qui circulent, de savoir qu'il y a de belles solutions et qu'on peut aller très bien après un burn-out ou après un harcèlement. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.